à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous. Sur Radio Laser à la Cantorade, nous sommes contents de vous retrouver pour accueillir Bernard Bruel. Bernard Bruel qui a fait une conférence avec l'UTL de Guichen et donc son président Jean-Claude Bouillant est avec nous également. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Bonjour Bernard. Bonjour. Et moi, il se trouve que je m'appelle aussi Bernard. Voilà, on est entre Bernard. Et donc, on va parler un petit peu de cette conférence sur la Bolivie. Alors, la Bolivie, ce sont des beaux paysages, c'est un peuple passionnant, c'est une culture passionnante, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est beaucoup de choses et je pense que Bernard Bruel va pouvoir nous en parler. Et avec un fil conducteur qui est le fil conducteur de la flûte. Est-ce que on peut écouter un tout petit peu de flûte Bernard, si vous le voulez bien. Alors, c'est parti. 15 secondes, top, c'est parti. Merci Bernard Bruel, merci beaucoup. Donc voilà, ça a été le fil conducteur, mais avant de parler de ce qui a été dit au cours de cette conférence de l'UTL, peut-être que ce serait intéressant de faire connaissance un peu avec Bernard Bruel pour qu'il nous dise... j'ai tendance toujours à dire Patrick Bruel. Excuse-moi Bernard. Alors, excusez-moi. Parce que vous n'êtes pas de la famille de Patrick Bruel par hasard. Pas du tout. Non, moi, dans les commerces, j'ai souvent la blague un petit peu. Donc, je dis que je peux chanter. Je l'ai faite, ça y est. Voilà, je peux chanter dans les commerces. Bien. Non, mon papa était fâché. Mon papa était fâché que Patrick Bruel lui ait effectivement volé notre nom parce que moi, je m'en fiche. Mais c'est vrai, c'est pas son nom. Non, bien sûr. C'est pas son nom. C'est son nom d'artiste. Je sais pas où il l'a trouvé d'ailleurs. Non, bon, voilà. Donc, non, mais ça me fait sourire. Oui, ça nous fait sourire un peu aussi. Alors, maintenant... Bernard, pourquoi vous êtes intéressé à la Bolivie? Pourquoi vous intéressez à la flûte en général et la flûte de Pan en particulier? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je pense que j'ai un petit peu d'affinité pour la musique, parce que je sais que je manque d'affinité pour d'autres arts, mais par contre la musique, je sais que j'aime bien ça. Et le déclic, je crois que j'avais 15 ans, c'est mon cousin qui a mis en Savoie, dans la maison de famille, il a mis un disque de la belle époque de la flûte indienne, toute cette vague de flûte indienne qui a envahi l'Europe. On est dans les années 70, par là, exactement, on est dans les années 70, c'est un disque de Los Incas, un groupe argentin. D'accord. Et moi, quand j'ai entendu, alors non pas ce que j'ai joué là, mais l'autre flûte qui s'appelle la quena, peut-être je pourrais en jouer 5 secondes tout à l'heure, mais voilà, le son velouté de la quena qui est une flûte en roseau qui vibre. Quand j'ai entendu la guitare, les petites guitares d'Amérique du Sud, le tambour, je suis resté complètement hypnotisé, mais vraiment ça a été le coup de foudre absolu et je continue à jouer avec mon groupe. Enfin voilà, c'est vraiment un gros coup de foudre de ce son, tout simplement. On l'a entendu déjà là, ce son là, effectivement. Ok, et vous en avez fait votre profession ou c'était un hobby d'abord? Non, c'est un hobby. Quand je dis le son, en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas que le son. Après, c'était aussi très rapidement derrière la langue aussi, dans les chansons, la langue espagnole, que j'aime beaucoup. Le style de vie très chaleureux des latinos, très chaud quand même quelque part. Je crois que tout ça m'a attiré. Alors non, j'ai pas osé en faire ma profession. J'avais pas légitimité à ça. En fait, moi, je suis pas musicien professionnel non plus. On joue d'oreille, nous. Je n'apprends la musique que récemment. On joue d'oreille. Donc non, on n'a pas osé se lancer. On a bien fait parce que la vague est passée quand même assez. Au bout de 15-20 ans, la vague est passée. Mais ça a été c'est toujours une passion puisque j'ai toujours mon groupe. On s'appelle Opacuna. Ça veut dire les fous, les simples d'esprit en quechua, qui est une des langues du Pérou et de la Bolivie. Opacuna. Les Opas, ce sont les simples d'esprit. Et on se connaît depuis 48 ans. On joue depuis 48 ans, pratiquement au moins 3 d'entre nous. D'accord. Et
Le Pérou et la Bolivie, ce sont les mêmes cultures à peu près? Ça se ressemble beaucoup? Oui. En fait, c'est ce que du temps des Espagnols, on appelait le royaume du Haut-Pérou. Ça incluait le Pérou actuel et la Bolivie. Donc la frontière, alors évidemment il y a toujours ces rivalités, ce chauvinisme, vous savez bien, mais la frontière est quand même terriblement politique, puisque la frontière c'est le lac Titicaca, qui fait les blagues, qui a la partie Titi et qui a l'autre partie. Il est à combien? À 4000 mètres d'altitude? Il est à 4000, un petit peu moins, et du coup effectivement la frontière est très politique, puisqu'on a les mêmes gens quelque part. Alors après il y a des petites différences culturelles, de cuisine, etc., mais c'est la même langue, et avant c'était un seul et même pays. D'accord. Ok, alors on va d'abord faire une petite présentation des flûtes. Alors il y a la flûte de Pan, il y a plusieurs types de flûtes. Les Boliviens disent qu'il y a 220 flûtes différentes, des flûtes. Donc on parle bien des flûtes et pas des guitares et des percussions. Alors il y a souvent des tailles différentes, parce que faut savoir que ce que j'ai fait exprès de jouer un morceau de la campagne, qui est un cantu, c'est-à-dire une musique un peu funèbre, rituelle. Et normalement on va jouer avec 3 instruments de tailles différentes. D'accord. La toute petite, la moyenne et la grande. Tout ça, c'est dans les campagnes, mais on joue dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Il y a pas Alors, la musique de la campagne est passée en ville. D'accord. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les gens de la campagne, l'exode rural, un petit peu les campagnards, enfin, en tout cas, les jeunes de 30 ans, 40 ans ou 20 ans qui n'avaient plus d'espoir à la campagne, sont passés à la ville, mais ils ont conservé leur tradition. On appelle ça, c'est amusant, les communautés urbaines. Ce n'est pas des communautés de la campagne, mais c'est les communautés urbaines. J'en ai rencontré beaucoup. Et ils continuent à jouer ces musiques. Comment ça marche une flûte ? C'est un tube, on met des trous et en fonction de la longueur, il en sort. On va pas faire de physique acoustique comme tout à l'heure. Super distingué, n'est-ce pas ? Oui, il y a eu un propos là. Oui. En fonction de la longueur, on a un son différent, quoi. C'est tout, point. Alors pour faire très simple pour ceux qui nous écoutent, c'est important pour nos auditrices et nos auditeurs. La flûte de Pan, ça va être un petit peu comme quelque part comme l'orgue, un petit peu. C'est-à-dire tout le monde sait bien que quand les énormes tubes de l'orgue, ce sont les graves, et les tout petits, ce sont les aigus. Absolument. Donc la flûte de Pan, ça va être la même chose, évidemment, parce que on fait vibrer un volume d'air, et donc qui dépend de la longueur principalement. Les flûtes à trous, c'est-à-dire ce que j'appelle la quena, en fait, c'est un petit peu le grand frère de la flûte à bec, par exemple, ou de la clarinette, etc. Donc là, ce sont les doigts. Plus on pose de doigts sur la flûte, plus on ferme la colonne d'air. Et donc forcément, quand on pose tous les doigts sur une flûte traversière ou sur une clarinette ou sur un hautbois, je vais vous jouer 2 secondes la flûte. Et plus on ouvre, on va dire voilà, 5 secondes. Alors, on a droit à 5 secondes. Les 7 secondes. On a connu. Voilà, vous avez reconnu. Absolument. Voilà, il est passé, il repassera. Voilà. Et donc du coup, ça c'est le principe de toutes les flûtes à trous. Je bouge des trous et forcément, j'ai un volume d'air, etc. Forcément. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va poser quelques petites questions. Enfin, c'est une suggestion par rapport à la Bolivie. Et au niveau de cette conférence-là, moi, j'avais noté la place des femmes dans la culture, au niveau social, dans la culture en Bolivie, où finalement une femme s'exprimait en disant que elle voulait faire de la musique, et qu'avant on considérait qu'il ne fallait pas que les femmes fassent de la musique parce que c'était pas bon au niveau de leur du grossesse, développement de l'enfant, etc. Ça fait tourner le lait des vaches, etc. Voilà. Et on en est toujours là. Non, ça évolue quand même. Non, ça évolue. Ça évolue comme chez nous. Vous avez bien vu chez nous, le droit de vote des femmes, etc. Absolument, c'est pas si vieux que ça. En Amérique du Sud, je dirais, pour faire très simple, ça reste une société machiste quand même, où l'homme, fanfaron, un petit peu l'homme qui assure sa position. Ça se voit dans les chansons. L'homme, il a bien les pieds sur terre et il assume sa place. Par contre, je rajoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, la femme a sa position peut-être plus dans l'ombre, mais la femme, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, c'est elle qui tient la baraque, c'est elle qui tient les enfants, la nourriture, etc. Même si le mari peut parfois aller faire un peu la fiesta. Donc voilà, société machiste, mais la position de la femme, surtout à la campagne, elle est importante. Et puis il y a un phénomène d'émancipation
comme chez nous. Les femmes aujourd'hui, bien sûr, jouent de la musique. Il y a des femmes avocats, des femmes dans tous les postes. Et par exemple, et les communautés souhaitent l'émancipation des femmes, par exemple. Elles souhaitent que la femme, par exemple, dans la campagne, diversifie un petit peu, se lance dans des cultures de diversification. Non, ça évolue, heureusement. Puis, c'est un chanteur, mais c'est pas un homonyme qui chantait « La femme est l'avenir de l'homme ». Exactement. Jean-Claude. Oui, tout à fait. Non, mais on a bien vu aussi qu'en ville, les femmes étaient celles qui tenaient les petites échoppes, si je peux dire ça. Tout à fait. Oui. Elles qui assuraient la vente en général des produits. Oui, complètement. Oui, Non, elles ont leur position, elles ne sont pas que à la maison, mais c'est vrai que la société reste assez... Vous voyez, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, j'étais au Pérou, et dans le café, puisque je m'intéresse aussi au commerce équitable et au café au chocolat, et du coup, j'ai jamais réussi à faire asseoir la dame, l'épouse du maire de la toute petite ville, elle n'a jamais voulu s'asseoir à table avec nous. Il y a 10 ans. Donc vous voyez, ce sont aussi des... Bon, mais ça évoluera. Alors du côté de la santé aussi, je passe sur un autre aspect, au niveau des images que vous avez passées, Bernard, on voyait l'état des dents, même des enfants, parfois d'enfants de 6 ou 7 ans, et puis parlons pas des adultes. Elle est à quel niveau, la santé là? Il n'y a pas beaucoup d'hygiène ou pas assez? Alors, c'est compliqué ça, parce que je disais tout à l'heure que la santé, elle est directement liée au développement économique du pays, à la richesse du pays. Donc il y a effectivement des hôpitaux, mais mes amis boliviens me racontent qu'il vaut mieux pas y rentrer, parce que le petit monsieur qui joue de la flûte là dans mon film, il n'est pas si vieux que ça, il est plus jeune que moi, il est rentré pour un problème de foie, à l'hôpital à La Paz, il n'est pas ressorti. Et effectivement, il y a une médecine privée où moi j'ai pas vécu l'événement, mais des amis européens ou péruviens ou boliviens, quand on arrive malade dans les systèmes privés, on vous demande la carte bleue. C'est la première chose qu'on vous demande. Il n'y a pas de carte bleue et il n'y a pas de soins. Voilà, donc il y a un système de soins et puis effectivement, ils n'ont pas du tout notre système de protection sociale et du tiers payant, etc., et du ticket modérateur comme chez nous. Enfin, donc effectivement, je veux bien croire qu'en Bolivie, quand on a des problèmes de dents, on va chez le dentiste le plus tard possible. Et puis quand on est à la campagne, on va mourir d'une obstruction intestinale parce qu'on est à 12 heures de route du plus proche. Donc voilà, la santé pas très très développé en Bolivie pour des raisons un peu de richesse générale et puis ça reste cher. On montrait bien que des enfants travaillent avant d'aller à l'école, c'est ça, pour ramener un peu de sous à leurs parents. J'ai une anecdote là, parce que tous mes voyages, c'est grâce à des amis qui m'aident énormément, des musiciens ou pas, et je pense à Ramiro là qui apparaît dans mon film, qui est un mineur. Et là, dans mon dernier voyage, on parlait argent et il voyait bien que j'avais ma logique européenne et il me dit, tu sais Bernard, n'oublie pas que, alors je crois qu'il m'a pas cité de chiffres, mais il m'a dit, il y a une énorme population en Bolivie qui se lève le matin et qui sait pas combien elle va gagner. Tous ceux qui sont commerçants, qui vendent des légumes, qui vendent de l'artisanat, qui font taxi, c'est son cas. Il me dit, Bernard, n'oublie pas, c'est pas comme chez vous. Il y a plein de gens, ils savent pas le matin ce qu'ils vont, comme ils auront gagné le soir. Donc attention. Alors on passe à un autre volet maintenant, les cultures autochtones. Est-ce que la colonisation ne les a pas en partie détruites totalement? Apparemment, elles se maintiennent un peu de par ce que l'on voyait au niveau des images que vous nous avez passées. Ah oui, j'enlèverai le un peu, elles se maintiennent terriblement. Les communautés, alors parce qu'en Bolivie, c'est pas comme chez nous. Chez nous, il y a des gens à la campagne, des agriculteurs, mais qui sont moins nombreux, de moins en moins. Là-bas, le monde rural était omniprésent. Ce sont des gens qui vivent loin de tout, mais quand je dis loin, c'est un jour ou deux de marche pour arriver déjà au bord de la route et prendre encore un bus quand il y en a un qui passe. Donc, non, le monde rural est omniprésent en Bolivie. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui. Et donc du coup, l'attachement à la terre et l'entraide collective. Et donc, pour répondre à votre question, non, la colonisation n'a pas du tout éradiqué les Indiens comme ça a été le cas en Amérique du Nord. Les Indiens étaient nombreux, ils sont toujours extrêmement nombreux. En Bolivie, vous avez 60% d'Indiens purs, et comme on disait tout à l'heure, les métis, ce sont des Indiens qui sont passés en ville quasiment. Donc ça fait 90% quasiment de la population qui est très très indianisée dans les coutumes, dans la façon de vivre. Non, c'est
et je voudrais juste rajouter que ce qui est vraiment touchant, c'est l'entraide, la notion d'entraide collective dans la communauté. La solidarité. Travail en commun. La dernière fois au Pérou, je suis arrivé chez des producteurs de café. Ils m'ont dit, ils m'attendaient, mais ils m'ont dit, Bernard, écoute, tu arrives aujourd'hui, mais aujourd'hui, on travaille, on récolte chez le voisin. Et hier, c'était chez nous. Mais soit tu restes à la maison à regarder les mouches voler, soit tu nous accompagnes. Ça, c'est ce qu'on appelle de la coopérativité. C'est le travail collectif. Ça remonte aux Incas, ça, d'aller travailler chez l'un, chez l'autre. Ça se faisait chez nous aussi il y a longtemps. Hein. On va travailler comme ça, on tourne. Parce qu'il m'expliquait qu'il y a une parcelle où c'est mûr, on récolte. Et puis, une semaine après, ça sera ailleurs. Et voilà. Donc, cette entraide collective est très forte. Autre aspect maintenant, l'écologie. L'écologie... elle en est où? Comment ça se passe? Est-ce qu'on respecte la nature? Sûrement, d'ailleurs, je pense en Bolivie, l'écologie naturelle, voilà. Entre autres. Oui, voilà, exactement, c'est le terme, parce que, voilà, je vous ai dit que je m'intéresse un peu au commerce équitable, c'est-à-dire les petits producteurs. Les petits producteurs, quand ils ont 1 ou 2 ou 3 hectares de café ou de chocolat dans des endroits un peu impossibles, très pentus, ils n'ont pas les moyens d'acheter des engrais ou des insecticides. En plus, les conditions géographiques le permettent pas vraiment, mais ils n'ont pas les moyens, donc et puis ils savent que, comme ils sont en monoculture, souvent, ils vont pas dégrader eux-mêmes leur sol. Donc ils utilisent, je l'ai vu, vraiment de mes yeux vus sur plusieurs reportages, ils utilisent les champignons qui vont traiter les insectes. Voilà, comme chez nous on met des libellules pour tuer les pucerons, ils font ça. Ils utilisent systématiquement le compost. Ils sont écolos dans l'âme. Et cette écologie dans l'âme, en quelque sorte, elle vient du passé aussi. Elle vient du passé, ça a toujours été comme ça. Mais alors à la campagne, parce que malheureusement en Bolivie, c'est un pays qui se modernise, et alors je vois arriver déjà des poubelles, parce que quand il n'y a pas de poubelle, les gens ils savent pas où mettre leurs déchets, donc il y a des poubelles. Et par contre, je vois encore extrêmement souvent en Bolivie, vous savez, il y a des petites marchandes qui montent, qui vous vendent un sandwich, un petit plat de poulet dans du plastique, et puis une bouteille de boisson gazeuse, pour pas citer de marque, et tout ça part par la fenêtre. Ah oui, donc ils sont écolos à la campagne, mais en ville, il y a du boulot. La religion, on voit que c'est très religieux. Il y avait des défilés, on ne dit pas le terme défilé, des sortes de pardon. Des processions. Processions, voilà. Par rapport à la Vierge Marie, c'est ça? Oui, alors, religieux. Voilà, alors, je ne saurais pas vous dire, avant l'arrivée des Espagnols, il y avait des croyances, par exemple chez les Incas, il y avait des croyances avec des dignitaires, la société était très hiérarchisée, avec des prêtres, etc. Je ne suis pas forcément très féru là, sur cet aspect religieux de cette époque. Par contre, les Espagnols, tout le monde le sait, ont envahi et conquis le glaive à la main et le crucifix de l'autre. Et du coup, l'Amérique du Sud et la Bolivie est extrêmement croyante. La foi est très forte. Il ne s'agit pas de rater une procession, etc. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on va bénir la Vierge tout en faisant des petits bûchers parce qu'il faudrait... Ah oui, on a vu ces images avec les petits bûchers. Il faut que je dise que les Boliviens sont très croyants, sont très, très religieux, très catholiques, mais par contre, ils ont conservé, et c'est ça qui est touchant, ils ont conservé leur croyance, ils croient aux dieux. Alors les dieux, c'est simple, le soleil, qui les réchauffe et qui fertilise. Comme les Incas. La lune, exactement. Les montagnes, les achachilas, comme ils disent. Et puis la Pachamama. La Pachamama, c'est la terre-mère. Pachamama, ça veut dire la terre-mère qui les nourrit. Donc ils sont écolos par principe et ils ont des croyances très très fortes. Ce que je vous racontais, c'est cette pratique bolivienne qui est très amusante. Systématiquement, quand on vous offre un verre à boire, c'est d'en jeter un tout petit peu par terre pour rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. D'accord, c'est une forme de respect. Ou de retour, voilà. Et donc, de la terre, quoi. Voilà, donc les Boliviens très catholiques, mais très attachés, donc un syncrétisme parfois troublant de voir Honoré ratisser large en termes de... Moi, je dis ça comme ça, ils mangent un peu à tous les râteliers en matière de religion, parce qu'ils sont très catholiques, mais pas qu'un peu, comme en Espagne à une époque. Et aussi très très attachés à leurs croyances traditionnelles. Tous ces bûchers, le bûcher en fait c'est d'envoyer vers le ciel. Moi je dis, c'est une petite plaisanterie que je fais, mais c'est un peu le Wi-Fi, leur Wi-Fi à eux quoi. Ils envoient en brûlant des billets de banque, des cigarettes, de l'alcool, de la coca. Carrément des billets de banque, ouais. Oui. Ça fait penser souvent à des faux. Serge Gainsbourg là. Non, souvent des faux. Non, des faux parce que ils n'ont pas trop les moyens. Oui. Mais ils envoient vers le ciel. Ils envoient des petits objets que l'on brûle ou que l'on dépose pour dire
dire au ciel, pense à moi, et si je pouvais renouveler mon taxi ou avoir une maison, eh bien, ça serait sympa. Pour en revenir à la flûte, l'utilisation de la flûte pour appeler la pluie. Alors voilà, oui, bien sûr, exemple. ça c'est une bonne remarque. Pour appeler la pluie, c'est ça, oui. Alors, pour être précis, alors attention. La pluie. Ce que disait Jean-Claude, c'est important ça aussi. Oui. Alors je précise, parce que bon, pour être très précis, finalement ces musiques rituelles, elles sont rituelles, parce qu'après les musiques modernes c'est autre chose. Ça a du sens. La flûte de pan dont j'ai joué au début, c'est pour appeler le vent, pour vanner les récoltes, le vent qui va vanner, vous savez bien, hein, on va vanner, piétiner, séparer le grain de lait. Et l'autre flûte dont j'ai joué, les flûtes à bec, enfin pas tout à fait celle-là, mais presque, ça c'est pour appeler la pluie. Et donc ça sera plutôt à l'automne pour appeler la pluie et en mai-juin pour appeler le vent. Donc finalement, en fonction de la saison, on entend différentes mélodies, quoi. C'est plus que ça, c'est interdit normalement d'utiliser. Les instruments sont rangés dans les communautés et on les sort au bon moment. En ville, ça dérape, mais à la campagne, il est formellement interdit de jouer des instruments à bec, à siffler en mai-juin, parce que là, on joue des flûtes de pan pour appeler le vent. C'était très, très fort, ça. Bien, on va revenir justement à la musique. Vous avez un groupe, Bernard, je crois. Alors, on a un groupe vous parce produisez. On a un groupe parce qu'en fait, oui, on se produit, on est resté passionné, on a joué pratiquement tout le temps. Alors, quel est le nom de votre groupe ? Le groupe s'appelle Opa Kuna. Opa en quechua, ce sont les simples d'esprit. Vous voyez, on est resté modeste. Et Kuna, c'est le pluriel en quechua, en langue indienne quechua. Donc Opa Kuna, musique des Andes. O-P-A-C-U-N-A. O-P-A. K-U-N-A, le pluriel quechua, K-U-N-A. Nos auditrices. Opa Kuna, musique des Andes, on nous trouve sur Facebook. Mais c'est notre passion, Et vous produisez quelque part ? Oui. Alors, on se produit. Vous savez, pour se produire, il faut s'en occuper. Donc voilà, on n'a pas de manager, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on se produit dans les centres culturels, dans les. D'accord. Donc on va sur Facebook. Sur Facebook, vous nous trouvez. On vous trouvera. D'autre part, vous avez un autre film prévu. La Bolivie, c'est fait. Un autre film sur le Pérou. Pays d'Amérique. C'est-à-dire, j'ai déjà fait. Sud, j'ai déjà fait X voyages au Pérou. J'y retourne un mois tout seul avec ma caméra, mon sac à dos pour aller chercher les images qui me manquent. Et je fais la même logique que sur la Bolivie. J'aurai un grand plaisir à présenter un film identique sur le Pérou, un peu moins musical et beaucoup plus dans la tradition et beaucoup plus dans l'histoire. L'histoire du Pérou. Du Pérou. Qui est accolé à la Cordillère des Andes, je crois, lui. Alors beaucoup, et l'histoire qui n'est pas que celle des Incas, mais qui est celle de toutes les civilisations qui démarrent avant Jésus-Christ sur la côte, dans le sable, les Mochicas, les Chavines, les Chimú, etc., les Paracas, toutes ces civilisations. Donc un film sur le Pérou. Ce sera intéressant. Pour finir, on demande toujours à nos invités un petit message. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à nos auditrices et nos auditeurs, Bernard ? Alors un message, pour rester en lien avec mon film et avec ces civilisations que j'aime bien, je dirais en France, osez faire la fête, continuez à faire la fête et faites la fête, faites-vous plaisir. La vie est courte, la vie nous réserve parfois de mauvaises surprises. Les Sud-Américains savent faire la fête. Des fois, on a l'impression qu'ils la font beaucoup, mais voilà, le message, ça serait faire la fête et faire la fête collectivement avec même des inconnus, prendre du bon temps. Échanger. Échanger, aller vers l'autre. Chaque seconde est précieuse. Chaque dixième de seconde. Fêtons et vivons on croise les doigts. On croise les doigts, oui. On va croiser les doigts. Ok. Bien. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, en tout cas, de nous avoir et merci d'avoir fait cette interview avec nous. Merci à Jean-Claude. Et on rappelle que toujours, il y a des conférences de l'UTL de Guichin, auxquelles vous pouvez venir. La prochaine, ce sera quoi Nos gènes et l'environnement. Ah oui, alors attention. Présenté par un médecin. Intéressant. Je remercie au passage l'UTL, que je connais un peu de réputation. Je remercie vraiment de l'invitation. C'était avec plaisir. On a apprécié votre conférence. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et puis faites la fête. Voilà, j'allais le dire. Prenez du bon temps quand même. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.